Ton pire péché, c'est de t'être détruit et trahi pour rien. Ça, c'est l'une des citations les plus populaires de Dostoïevski. Mais peu de gens réalisent qu'elle vient de la bouche d'un meurtrier. Crime et châtiment de Dostoïevski, le livre qu'on va aujourd'hui analyser, il a inspiré penseurs, écrivains, philosophes et bien d'autres, en passant par Kafka et même Nietzsche. Crime et châtiment, c'est le plongeon dans l'esprit d'un meurtrier. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que j'ai perçu de ce livre. D'abord, on va commencer par un petit récapitulatif. Crime et châtiment de Dostoïevski, c'est un roman philosophique qui va explorer la culpabilité, la rédemption et la psychologie humaine à travers l'histoire de Raskolnikov. Raskolnikov, persuadé qu'il est l'homme extraordinaire, s'imagine qu'il peut surpasser les lois, qu'il ait le droit par exemple de transgresser des valeurs morales, et ainsi il planifie et exécute le meurtre d'une vieille usurière assez avare. Il s'imaginait que cela ferait le bien autour de lui. Il espère ainsi résoudre ses problèmes financiers et soulager la société d'une personne nuisible. Le roman, il va donc suivre ses épreuves psychologiques internes pendant qu'il va essayer de se justifier cet acte, tout en ayant peur d'être découvert. En parallèle, il va se rapprocher de Sonia, une jeune femme pieuse et prostituée, qui va l'aider à trouver le chemin de la rédemption. Peu à peu, la pression de sa culpabilité, l'amour de Sonia et l'enquête du policier le poussent à se confesser et à accepter son châtiment. Simone de Beauvoir parle régulièrement de la force du jugement social. Dans son livre Pour une morale de l'ambiguïté, elle explique comment naître dans une certaine structure va vous apporter certaines valeurs, morales et perceptions. Tout ce qui fait un individu va être intimement impliqué à la structure sociale dans laquelle il a grandi et aux croyances qui sont pratiquées dans cette structure sociale. Ensuite, ils sont confrontés à un choix. Cacher des parties d'eux-mêmes ou se faire à l'idée de rester aliénés d'une part de la société. On peut être au quotidien tous plus ou moins, on va dire, exposés à ce choix, tout comme Raskolnikov. Seulement, Raskolnikov, il va le vivre de manière beaucoup plus intense, parce que le crime qu'il a connu est quand même beaucoup plus grave et bien moins justifiable que la plupart des actes que nous pouvons faire au quotidien. Et ce qu'il a fait étant considéré monstrueux, il ne peut donc pas laisser une seule fraction de sa personne se laisser entrevoir. Après seulement quelques jours, il va être enclin à vouloir se révéler afin de pouvoir être perçu pleinement, de pouvoir ainsi être totalement accepté et aimé pour ce qu'il est, malgré ce qu'il a fait. Et pourtant, il ne trouve aucun moyen d'avouer tout en étant aussi accepté par la société. Un homme vraiment spécial, comme il pense l'être, n'aurait pas besoin de cette reconnaissance sociétale. Malheureusement, Raskolnikov est beaucoup plus proche d'un humain normal qu'il ne pense l'être. Il aimerait certainement aussi avouer à sa mère ce qu'il a fait et pouvoir être aimé pleinement, qu'elle l'aime malgré ses actes. Mais il a aussi trop peur de prendre le risque et d'être rejeté. Raskolnikov va passer la plupart de l'histoire dans un état de paranoïa constante et si jamais il n'est plus suspecté ou qu'il n'est pas dans cet état de paranoïa, il va plonger dans une profonde solitude où il ne se sent ni véritablement reconnu ni véritablement aimé. Il est emprisonné entre le besoin d'être reconnu et la terreur d'être emprisonné. Il veut se confesser, mais il a peur d'être puni. Dostoïevski, pour moi, voyait le nihilisme comme une sorte de brisure des valeurs, qui pourrait emmener les gens à devenir tellement égoïstes et autocentrés qu'ils sombreraient dans le désespoir. Le nihilisme enlèverait à leur vie toute valeur, morale et autre, qui donne justement à une vie toute sa valeur. Après tout, si tu penses que rien n'a d'importance, tu es donc abandonné à ce qui paraît d'être sur le moment le plus désirable, le plus profitable ou le plus amusant. Tu tombes donc dans la facilité, l'absurdité du moment, sans sagesse et sans repère, et ainsi, tu vas tomber dans le désespoir. Par extension, finalement, c'est une vie médiocre qui t'attend. Crime et châtiment offre une belle critique de la part de Dostoïevski sur le nihilisme, et donc l'idée que tu ne peux pas vivre sans valeur. Un immoral nihiliste, qui est d'ailleurs représenté dans Crime et châtiment, ça va être Arkady Svidrigaïlov. Et l'échec de sa propre philosophie de vie, qui va lui être finalement insupportable, va le conduire au suicide. Selon Dostoïevski, voilà à quoi devrait ressembler un vrai nihiliste. C'est un homme qui va être capable d'abuser ses enfants parce que ça lui semble bon sur le moment, qui va faire du mal à sa femme, qui va peut-être la battre, qui va profiter de tout et de tout le monde à tout instant, juste en suivant ses pulsions et envies du moment. Pour Dostoïevski, voilà à quoi ressemble un nihiliste qui va jusqu'au bout de son idée, qui ne soutient pas seulement sa philosophie, mais qui aussi la pratique.
Sonia, pour nourrir sa famille, devient une prostituée. Le moment où elle a choisi ce chemin, son père était toujours en vie et c'était normalement à lui de nourrir la famille. Elle n'était pas désespérée quand elle a fait ce choix-là. Son père aurait pu assumer les responsabilités qui lui revenaient de droit. Seulement Sonia a honte d'elle-même, sans raison vraiment valable, et elle va donc s'infliger cette souffrance comme si la souffrance allait l'emmener vers la rédemption. Souffrir peut être nécessaire, mais parfois aussi, comme dans le cas de Sonia, inutile et exagéré. Sonia n'avait pas à souffrir, et au final, ça ne l'avancera à rien. Selon Dostoïevski, le fait que Jésus ait été crucifié n'est pas une justification suffisante pour s'infliger des douleurs similaires. Nous n'avons pas besoin de plus de souffrance que nécessaire dans nos vies, nous en recevons tous un lot qui est suffisant. Nous n'avons donc pas besoin de nous inventer victimes ou martyrs plus qu'il ne faut. Et ensuite, le dernier point pour moi, c'est le besoin de supériorité. Raskolnikov, comme Nietzsche, sépare l'humanité par leur approche de la moralité. Des élus, selon eux, vont avoir le droit de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, sans se soucier des lois ni des morales, et c'est eux qui vont avoir et définir leur propre définition du bien et du mal à eux, pendant que le reste de la société va devoir suivre des règles bien précises. Pour Dostoïevski, cette idée est une aberration. Il écrit lui-même « Une simple existence n'a jamais été suffisante pour Raskolnikov. Il voudra toujours quelque chose de plus. » Peut-être était-ce l'intensité de ses sentiments qui ont fait penser à Raskolnikov qu'il faisait partie des hommes qui avaient plus de droits que les autres. Et c'est sûrement une des pensées qui l'a conduit à commettre ce meurtre. Selon Dostoïevski, l'amour est l'ultime rédemption. C'est le moyen d'améliorer l'homme, c'est par ce sentiment-là que l'homme peut devenir meilleur et exprimer toute sa beauté. C'est uniquement avec l'amour de Sonia que Raskolnikov va pouvoir trouver un chemin pour se rapprocher à nouveau de l'humanité. La première fois, ça va être quand il va se confesser à Sonia, et la deuxième dans l'épilogue. Quand Raskolnikov va se confier à Sonia, on va pouvoir percevoir en Sonia une très grande tristesse. Seulement, lorsqu'elle va enfin s'exprimer, on va découvrir qu'elle est en réalité admirative de l'ampleur de la souffrance que peut ressentir cet homme. Par sa perception assez anodine de la souffrance, elle est donc capable de percevoir cet homme tel qu'il est et de l'aimer quand même. Cela aurait dû, en premier lieu, libérer Raskolnikov. Mais au lieu de cela, il a trouvé que l'amour qu'elle avait pour lui était de trop, était injustifié. Il ne pouvait pas accepter tant d'amour dans de telles circonstances. Mais c'est pourtant cet amour qui va l'inciter à se confesser. Sachant qu'où qu'il soit, Sonia le suivra et l'aimera toujours. Ainsi l'histoire se termine,